messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Depuis quelques années, le Club Lion de Macamic organise une collecte avec le Club de la Fraternité. C'est une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Monsieur Thibodeau, ça fait plusieurs années que cette collecte-là existe. Le but premier, bien, c'est sûr que c'est de rendre un Noël plus heureux aux familles qui sont démunies dans le secteur macamicois. Et il y en a, c'est sûr. Exactement, exactement. On est à notre 13e année de cueillette, le Club de Lyon, en collaboration avec le Club La Fraternité. Donc, comme chaque année, nous revenons au début de décembre pour une cueillette afin, effectivement, de préparer des paniers de Noël pour les gens qui sont plus dans le besoin, le secteur Macamic et Colombo. Et Colombo également, il faut le spécifier aussi, secteur Macamic. Anciennement paroisse Macamic et le secteur Colombourg qui est visité aussi. C'est très important de le dire. Oui, c'est un territoire quand même assez grand parce que ça va jusqu'à la route, une partie de la route 393 de Palmarol et puis ça fait un territoire assez grand. C'est un secteur qui est assez grand. Comme par les années, M. Thibodeau, est-ce qu'il y aura des sacs, parce que les gens reçoivent des sacs par le courrier ou par... de quelle manière? Est-ce qu'il y aura des sacs qui seront mis à la disponibilité des foyers qui voudraient faire des... Oui, il va y avoir des sacs. Ça devrait être livré là, par le courrier vers le 2 décembre, la semaine prochaine. Vous allez recevoir un pamphlet publicitaire accompagné d'un sac, d'épicerie, et qu'on vous invite à tout simplement le remplir. Et puis, ceux qui veulent en mettre plus qu'un sac, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. C'est très important qu'on recueille le maximum de denrées. Ouais. Exactement. Quand on parle de denrées non périssables, bien là, les gens sont habitués, ils savent c'est quoi, mais en général, c'est du canage, puis des choses comme ça. Oui, c'est du canage, des boîtes de céréales, des choses qui se conservent bien, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces marchandises-là sont entreposées. Et puis, ça peut prendre quelques semaines avant qu'elles soient distribuées. Oui, donc, il faut absolument que ce soit des choses qui se conservent facilement, se conservent à la chaleur, naturellement, bien entreposées. Mais tout ce qui est périssable, par exemple, fruits, légumes, ces choses-là, ce serait impossible à conserver de façon adéquate pour une période là, aussi longue. Oui, donc, c'est pour cette raison que ça prend des denrées non périssables. Est-ce que les gens peuvent faire des dons en argent aussi? Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr. C'est les bienvenus. Hein? Les dons en argent sont très importants parce qu'ils permettent à la fraternité, justement, avec les dons en argent, de compléter des paniers de Noël plus variés. Exactement. À ce moment-là, au moment de la distribution. Avec de la viande. Avec de la viande, ces choses-là. Donc, au moment de la distribution, il y a des ententes avec les épiceries. Et puis, juste avant la distribution, il y a des denrées qui peuvent qui ne pourraient être conservées, mais qui peuvent être ajoutées au panier, qui permet de faire un panier plus complet à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, OK. On parle aussi, M. Thibodeau, de lunettes, de cartouches d'imprimante également. Oui. Alors, par la même occasion, nous recueillons les lunettes qui sont usagées, qui ne sont plus utilisées, les lunettes ajustées à la vue, naturellement. Et puis, ainsi que les cartouches d'encre. Les lunettes sont, dans le Club de Lyon international, il y a une activité qui est d'aider les pays sous-développés, si on veut. Donc, une des activités, c'est de fournir le maximum de lunettes à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des lunettes dans ces pays-là. C'est fait de façon très professionnelle. C'est des spécialistes qui analysent la lunette, qui la gradent, si on veut. Par une autre personne. C'est ça. Puis qui peuvent être récupérés, puis aider des gens qui n'ont pas le moyen de s'en payer. OK. Puis il y a les cartouches d'imprimante aussi. Les cartouches d'imprimante, exactement. Nouveau, ça, oui? On a débuté l'an passé.
Et puis encore là, ça, les cartouches d'encre, c'est récupéré. Et puis, c'est récupéré et renvoyé aux fournisseurs, aux fabricants, c'est-à-dire. Et naturellement, on récupère certains argents avec ça, qui est plus le lion international à ce moment-là, mais qui récupère des argents qui sont retournés dans la société sous différentes formes de dons, etc. Exactement. Alors, les lions ne sont pas obligés d'entrer dans les foyers, cueillir les sacs, ils peuvent les mettre à la porte, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez laisser vos sacs sur la poignée de la porte si vous avez à vous absenter, entre autres. Vous pouvez les laisser là. Soyez assurés là, que nous allons passer. La cueillette devrait débuter vers 12h30. On est rendu, justement, quelle date et l'heure? Oui, ça va être le dimanche 6 décembre. Alors, nous allons débuter vers 12h30. Alors, naturellement, étant donné la grandeur du territoire, ça devrait s'échelonner jusque vers 16h30 ou même pas 16h30, 17h30, excusez. 17h30, possiblement, environ 17h30. OK. Les membres sont identifiés, ceux qui passent pour ramasser des sacs? Oui, c'est identifié. Peut-être qu'à l'occasion, on peut voir quelques bénévoles qui ne le sauront pas, mais soyez assurés là, que les personnes, au moins par véhicule, il va y avoir une personne identifiée. Ouais. Puis ceux qui ne sont pas membres du Club Lion, mais qui voudraient aider, ils sont les bienvenus, j'en suis persuadé. Ça serait, ils seraient bienvenus parce que, comme je mentionnais, c'est quand même une tâche assez lourde. Oui. Et puis, on aurait vraiment besoin là, d'un petit support de ce côté-là. Si on aurait quelques bénévoles qui seraient intéressés, soyez les bienvenus. Ils peuvent appeler peut-être chez vous? Ils peuvent m'appeler moi ou d'autres responsables d'autres membres du comité de la Guignolée qui sont Laurier Parent. Charles Delisle ou Roger Jalbert. Alors, une de ces trois personnes-là, ou moi-même, ça va me faire plaisir là, de faire suivi et puis de voir avec les autres. Puis ceux qui ne sont pas chez eux, la journée du 6 de décembre, puis qui voudraient donner, peuvent le faire, peuvent aussi appeler peut-être ces personnes-là. La même chose? Exactement, les mêmes personnes, moi-même, ou n'importe quel membre, si vous connaissez quelqu'un qui est membre du Club à Lyon, vous pouvez vous adresser à cette personne, ça va lui faire un plaisir là, de s'occuper, là, de récupérer vos denrées, vos dons que vous voulez faire. Ouais. Alors, M. Thibodeau, merci beaucoup. C'est une très, très belle activité du Club Lion de Macamic. C'est une activité nécessaire. Donc, on le répète, c'est le dimanche, le 6 décembre, à partir de 12h30 et ça peut aller jusqu'à 17h ou 17h30 pour le secteur Macamic et Colombourg également. Merci beaucoup, M. Thibodeau, et bon succès. Bien, merci, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La chasse au gros gibier a-t-elle été bonne à l'automne 2009? Alors, qui de mieux placé pour nous en parler? Il vient faire son tour à chaque année ainsi. Ça nous fait toujours un grand plaisir de le recevoir. C'est le biologiste grande faune du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, M. Marcel Paré. Monsieur Paré, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait toujours plaisir, Monsieur Paré, de vous recevoir parce que c'est... D'abord, vous êtes un fin connaisseur. Au départ. Merci. Et puis, c'est vraiment, les statistiques sont claires, c'est net, c'est précis. Puis, ce que j'aime aussi avec vous, c'est qu'on a l'heure juste. Puis ça, bien, c'est indéfendable, comme on dit. Alors, je vous remercie de participer à cette émission-là au moins une fois par année. Est-ce que, en général, la chasse dans les zones, parce qu'on parle toujours des zones 13 et 16, les zones qui nous concernent, nous, directement ici, est-ce que la chasse à l'orignal dans les zones 13 et 16, en général, ça a été bon cette année? C'est différent entre les deux zones. La zone 16, je dirais que ça continue à aller bien. C'est une récolte record là aussi, probablement autour de 550 orignaux. On n'avait jamais dépassé, disons, 500 là, par le passé. Donc ça, je dirais, c'est très positif pour ce territoire-là. Dans le cas de l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, la zone 13, là, la situation continue, disons, à se détériorer lentement et graduellement. Elle se détériore? Oui. Oui. Dû à quoi, monsieur? Principalement, si on se rappelle, les conditions s'étaient améliorées de la période, disons, de 1994 à 2004-2005. OK.
Et 2004, ce qu'il y avait eu comme changement, on avait devancé l'ouverture des saisons de chasse Effectivement. d'environ une semaine là, pour convenir à l'ensemble des chasseurs de la région. L'ensemble de la région, là, c'est grand, là, du Témiscamingue jusqu'à l'est de Sainte-Terre et jusqu'ici Nord-Métal et tout ça. Donc, c'est ce qui avait été convenu à ce moment-là avec les... Bien, on avait mis en garde à ce moment-là en disant que, bien, écoutez, si le nombre de chasseurs se maintient ou augmente, c'est une forte pression qu'on va exercer en pleine période de route de l'Orignal. Puis là, ben, c'est désavantageux, c'est-à-dire qu'on ne donne pas autant de chance aux animaux de se reproduire à la bonne période. Et c'est ce qui semble bien se produire. Depuis 2006, on voit là la quantité d'orignaux récoltés, donc la quantité aussi d'orignaux en forêt diminue graduellement. Diminue, hein, c'est ça qui arrive. Parce que si on regarde, M. Paré, on parle d'environ 3000 comme récolte. On parle toujours là, de la zone 13, qui est la zone au nord. Au sud, excusez-moi, au sud, où il y a le plus de chasseurs. Parce qu'on a vendu 26 688 permis. C'est énorme. Alors, c'est ce qui fait que cette zone-là... est-ce qu'elle est en danger? Bien, c'est pas en danger parce qu'on a encore des succès, disons, des récoltes qui sont supérieures à ce qu'on avait, là, même dans la période 94-98, le premier plan de gestion. Sauf que ce qui m'inquiète, c'est que c'est quand même une tendance qui est à la baisse. Comme je disais, depuis 2006, on voit ça diminuer d'année en année. Donc, on disait en 2005, c'était 3747 orignaux qui étaient prélevés. Oui, exactement. Et puis là, si on arrive à peine à 3000, donc là-dessus, c'est sûr que ça ne fluctue pas là, radicalement d'une année à l'autre, sauf qu'il y a une tendance qui est là et qui se maintient. Puis si on regarde, M. Paré, dans les chiffres que vous m'avez fournis, il n'y a pas moins de chasseurs. Ah non, c'est ça. Parce que si, dans la grosse récolte que vous parlez en 2005, 3747, on parle toujours de la zone 13, il y avait 25 116 permis. Si on regarde en 2009, où il y a 3000 orignaux d'abattus, puis il y a plus de permis vendus, 26 688. C'est donc dire que ce n'est pas dû au manque de chasseurs, là, du tout. Tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Et ça, je dirais qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une remontée ou une montée, disons, du nombre de chasseurs, parce que selon l'âge moyen, en tout cas, des clients, on peut plus s'attendre à une diminution, mais il y a eu une relève qui s'est faite, des jeunes et autres qui se sont acclimatés ou qui ont vraiment pris plaisir à cette activité-là. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, c'est à la lumière de ça, quand même, quand on a exposé l'an passé cette situation-là, majoritairement, je dirais, pour la région, des associations de chasseurs ou des intervenants du milieu, on convenait de présenter une demande de modification pour l'an prochain, dès l'an prochain. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas attendre, on aurait pu attendre jusqu'en 2012 au renouvellement du plan de gestion, mais justement, pour éviter que la situation continue à se détériorer, on convenait là, de demander à ce que les saisons de chasse soient ramenées à ce qu'elles étaient avant, dès l'an prochain. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'il se tuerait plus d'orignaux? Les premières années, en tout cas en 2010-2011, on va sûrement en abattre moins. Moins, OK. Parce que là, on va être un petit peu plus loin là, de la principale période de rut. C'est ça. Durant la chasse, autrement dit. C'est ça. Okay. Il va y avoir évidemment encore de l'activité. On va débuter le 7 et le 6 octobre. C'est quand même pas si tard. Okay. Mais si on n'avait pas, si on ne bougeait pas, les ouvertures seraient le 1er et le 2 octobre. Imaginez, là, on est en pleine activité. Donc, on aurait amplifié encore, disons, la détérioration du cheptel. Fait que c'est ce qui fait... C'est le rôle d'un biologiste comme vous, c'est de protéger le gibier. C'est ça, en fait. Parce que quand vous dites là, que dans la zone 13, ça devient critique, il ne faut pas attendre que... à son maximum à ce moment-là. Il faut agir tout de suite. Tout à fait. C'est effectivement le rôle. On ne prend pas non plus la décision seule parce que c'est fait vraiment en collaboration avec les représentants d'associations de chasseurs, de pourvoyeurs, de ZEC, etc. Et effectivement, c'est ça, c'est que les gens ils savent, en fait, ils se sont comme serré la ceinture depuis 1994. Ils ont vu la situation s'améliorer là, assez radicalement, une bonne amélioration des populations.
Et là, en quelques années, on est en train de perdre un peu tous ces sacrifices-là, disons, ces efforts-là faits par le passé. Puis ça, les gens, je pense qu'ils ne veulent pas revenir à ce que nous avions avant. Non, sûrement. Donc, c'est ce qui amène le changement. Fait que ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelques changements pour la chasse au gros gibier en 2010. Oui. Donc, en fait, ce qui est proposé, c'est ça, c'est de ramener l'ouverture à la fin de semaine de l'Action de grâce, du moins pour la saison à l'arme à feu. Là. OK. Nécessairement que la saison à l'arc va changer aussi, parallèlement. Okay. Et ça, le ministère devrait le statuer là-dessus très bientôt. Là, c'est des autorités à Québec qui vont confirmer le tout. Est-ce que le gouvernement, parce que vous êtes placé pour répondre à cette question-là, est-ce que dans l'ensemble, le gouvernement est sensibilisé à vos demandes? Ah, énormément. Oui. Ça veut dire que, autrement dit, le gouvernement, le ministère de la Faune, de Richesse et Faune, quand vous arrivez avec des recommandations de même, le ministère se fie à vous autres, puis habituellement, je dirais presque à 100%, c'est accepté. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? En bonne partie, je dirais. C'est sûr qu'eux, ils ont à avoir la vue d'ensemble dans tout ce qu'il y a de mécanique, disons, des plans de gestion et d'autres préoccupations. Mais je pense que le dossier a été bien documenté. Sur la base de ces résultats-là, sur les consultations, depuis janvier l'an passé qu'on rencontrait ou que je rencontrais des intéressés, tout ça. Et je pense que le travail a été fait. Les gens sont majoritaires, là, vraiment en faveur à ce changement-là. Ça serait étonnant là, que ça n'aboutisse pas là, à cette demande-là. Dans les statistiques que vous m'avez envoyées, parce que j'aime ça, parce que vous n'envoyez pas seulement que l'année en cours, vous envoyez, comme ici on a de 2001 à 2009, mais il y a une chose que j'ai vue là-dedans, puis qui me chatouille un petit peu, et vous allez pouvoir répondre à cette question-là, j'en suis persuadé. Quand on prend l'année 2002, il y a eu dans la zone 13 6,6 de facteurs de réussite. Ouais. Et quand on prend dans la zone 16, il y a eu 9 de réussite. Ce sont les deux années, c'est l'année dans les deux zones où il y a eu le moins de réussite. Ouais. Est-ce qu'il y a... Ça veut dire que les deux zones sont à peu près pareilles? Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais je dirais, des choses, il y avait deux éléments qui peuvent jouer dans cette situation-là. Il y a l'état des populations, elles étaient comme en augmentation. Okay. L'autre chose, regardez la date d'ouverture à l'arme à feu dans la zone 13, qui était le 12 octobre. Donc, on voit l'impact, juste le fait d'être plus loin de la période de route. Ceux que les orignaux sont moins disponibles, sont moins vulnérables à l'appel, tout ça, que le 1 ou le 2 octobre, par exemple. Puis quand on regarde, en 2005, 14,9 de réussite dans la zone 13, 16,1 de réussite dans la zone 16, mais ouverture de la chasse le 1er octobre. Voilà. Quand on parle à un spécialiste, mesdames et messieurs, bien c'est ce qui arrive. On a des réponses comme ça, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup recevoir M. Paré, parce que c'est vraiment un spécialiste, puis il nous donne vraiment l'heure juste. Certainement, pour le chasseur, c'est plus intéressant. Oui, c'est sûr. Sauf que... Mais la faune, par exemple, il faut y faire attention. À plus long terme, c'est ça, c'est qu'on ne s'aide pas. Si on ne donne pas la possibilité aux animaux de s'accoupler à la bonne période, bien, il y a des effets négatifs, puis c'est ce qu'on subit en ce moment. Comme ça, dans la zone 13, c'est à faire attention beaucoup. Dans la zone 16, c'est l'inverse. Oui, mais on voit là aussi, pas d'un aussi grand nombre, mais le nombre de chasseurs a augmenté aussi de quelques centaines au cours des dernières années. Oui, parce que 3222 en 2008 versus 3727. C'est significatif pour un territoire comme ça, oui. Et c'est ça. Je pense que depuis le premier plan de gestion en 1994, ça a pris un peu plus de temps, disons, à démarrer, je dirais, l'augmentation. La différence dans ce territoire-là, c'est que l'habitat n'est pas aussi bon pour l'orignal sur tout le territoire. Il y a au moins la moitié, c'est plus des secteurs tourbeux, des tourbières, des secteurs vraiment résineux. Donc, c'est un habitat qui est moins riche, moins intéressant pour l'orignal. Mais il y a un potentiel qui est là, puis on le voit, là, ça bouge. Mais pour répondre bien à votre question, je dis, c'est qu'on réalise un inventaire d'orignal cet hiver. Donc, chaque zone est faite là, à une certaine cadence, 7-8 ans d'intervalle.
Et on va aller reprendre, comme dit, une photo là, de la situation. Combien il reste d'orignaux en forêt, finalement, de mâles, de femelles et de jeunes. Et ça va nous cibler aussi pour les prochaines années. Parce que si on regarde toujours les statistiques, récolte totale, on parle toujours de la zone 16 qui est le nord. Ouais. 550, c'est la meilleure récolte, au moins depuis 2001, les stats que j'ai ici. Et même, je dirais, de tous les temps. Là, oui, et de tous les temps. Oui. Ouais. Alors, on a un taux de succès de 14,8 ce qui est très, quand même, très bon pour l'orignal. C'est le deuxième après le 16,1 qu'on avait en 2005. Ouais. Puis, comparativement au sud, à 11,2 Alors, c'est vraiment... C'est bon. Pour l'orignal, je dirais, là, un succès de l'ordre de 15 là, je dirais que c'est très satisfaisant. M. Paré, quand on regarde la zone 13 et la zone 16, difficulté dans la 13, ça va bien dans la zone 16, mais on ne peut pas faire un changement de date dans une zone donnée, comme on pourrait faire un changement dans la zone 13, mais il faut le faire également dans la zone 16, ou bien non, si on peut séparer les deux. C'est séparé, la gestion, oui, la gestion... Elle est séparée, donc? Elle est vraiment, c'est ça, elle est vraiment en fonction d'une zone de chasse. OK. Et dans la 16, par exemple, l'ouverture à l'arme à feu se fait depuis très longtemps, autour du 25 septembre. OK. Donc ça, je dirais, à court terme, je ne pense pas qu'il y ait lieu de modifier ça. Ça veut dire que ça devrait rester comme ça. Ça devrait rester comme ça, à moins que là, qu'on voit que la situation se détériore. Et si la pression de chasse demeure élevée, bien là, il va falloir voir avec les partenaires là, qu'il y en a. Alors, il y a un changement qui arrive aussi. En fait, c'est la dernière année comme telle, moi, où j'ai à m'occuper comme telle de la zone 16. Parce que ça fait partie du nord du Québec. OK, oui. Et puis maintenant, il va y avoir des effectifs en place là, pour fait que vous n'aurez pas à gérer la zone 16. Oui. À ce moment-là. Ouais. Mais vous allez venir pareil nous voir, nous donner des résultats. Ah, bien, j'espère bien. Oui. J'espère bien. OK, fait que dans les stats, bien là, on a à peu près tout donné ce qu'il y avait à donner, même si on donne un nombre de mâles. En général, c'est 3000 dans cette zone-là, et la zone 16, c'est 550. Ouais. Bien, là encore, on peut toujours dire quand même le nombre de mâles est un bon indice de l'état de la population. Oui. Et ça aussi, on voit la récolte de mâles diminuer là, graduellement. On aurait dû prélever plus de mâles que ça si la population était encore à peu près dans la même situation qu'il y a 4 ou 5 ans. Parce que si on regarde à 1231 mâles, 1379, 1303, 1614, 1686, 1855 en 2004. Voilà, ça pèse comme vous le disiez, il y a un problème dans la zone 13. Et je suis certain qu'avec des personnes aussi compétentes que vous, M. Paré, vous allez remédier à ça, j'en suis persuadé. Merci. On va parler du rein et du foie des orignaux cette année. C'est à faire attention? Bien, c'est toujours la même mesure, la même indication là, qui est faite par le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est une situation qui ne risque pas de changer là, à court terme parce que c'est lié aux conditions de l'environnement puis aux habitudes alimentaires de l'animal. Donc, la recommandation du ministère, c'est que pour tous les cervidés, que ce soit le caribou, le cerf de Virginie, l'orignal, ainsi que l'ours noir, recommande de ne pas consommer le foie et les reins de ces animaux-là parce qu'ils contiennent des teneurs relativement élevées là, de cadmium. C'est ça. Alors, ça peut être... C'est mieux de ne pas le faire pour sa propre santé. C'est ça. Les autres abats, comme la langue, le cœur, ça, il n'y a pas de problème. Là. Les autres, ils restent de même, sauf le foie et les reins. Qu'il ne faudrait pas toucher si c'est possible. Ouais. On va aller avec le caribou. Parce que le caribou, il y a vraiment... ça s'en vient très sérieux. Je lisais justement David Suzuki qui parlait, qui disait qu'il est urgent. Protection du caribou. M. Suzuki dit qu'il est urgent que c'est le signe ou l'indication clé de la santé des écosystèmes de la forêt boréale. Selon lui, il dit que les forêts boréales ne se portent pas bien parce que la population de caribou diminue. Là, lui, il parlait de l'Ouest canadien. Mais quand je vous ai appelé, M. Paré, vous m'avez dit, Gaby, c'est pas seulement l'Ouest canadien, chez nous aussi. C'est l'ensemble du Canada. L'ensemble du Canada, le caribou de type forestier, celui
comme on retrouve ici au nord de la Sarre et au sud de Val-d'Or. Il est vraiment en situation précaire. Partout, à peu près, il a diminué. Il diminue en quantité, il diminue son aire de distribution. Au fur et à mesure que le développement va vers le nord, généralement, les populations diminuent ou disparaissent. Donc, c'est effectivement, là, c'est un bon indicateur de l'état de la forêt boréale, mais c'est ça, il faut y faire très attention. Mais chez nous, on va parler, là, nous autres, de la zone 16, là, Ouais. OK? Le caribou, on ne peut pas le chasser, nous autres, hein? Pas du tout, non. Strictement défendu. Oui, c'est ça. D'une part, il est protégé de la chasse sportive à la grandeur du Québec. OK. Celui qui est permis, c'est les grands troupeaux migrateurs du Nord. Là, Ouais, c'est quand on part par Métagamie en montant. Là, ben, en ça, fait, là? c'est vraiment la zone 22A et B, OK. là, la chasse d'hiver là, oui, qui exactement. est offerte. OK. Oui. Mais le reste du caribou, qui est comme justement au nord de Métagamie comme tel, c'est du forestier aussi. OK. Donc, et pour amener à la situation ici au nord de la Sarre, ben, il y a 31 sites ou secteurs qui sont protégés là, de l'exploitation forestière. Et dans ces sites-là, et 2 kilomètres autour, on ne permet pas d'établissement de camp de chasse à l'Orignal. OK. Justement, pour protéger pour le protéger, caribou. Ouais. OK. Je dirais, la compagnie aussi, en collaboration avec eux, là, sont très préoccupés, puis ils appliquent une gestion qu'on dit d'écosystémique, qui permet de protéger là, les secteurs de forêt. Là, Puis quand on dit ici qu'il y a quelques sujets qui sont suivis par satellite, par le MNR Ontario, il prévoit en menir d'autres cet hiver. Tout à fait. C'est Ouais. ça. On avait mené une étude conjointe avec eux de 98 à 2001 avec 30 femelles. Puis là, on voyait justement qu'il y avait à peu près un tiers des caribous marqués qui passaient un bon bout de temps au Québec. Là, ils en ont remis 6 autres l'hiver passé. Puis il y en a 3 là-dessus, justement, qui ont passé des bons bouts de temps là, au nord du Mistawak, puis le secteur de 7B. Donc, c'est pas farfelu. Puis en hiver, justement, quand on fait de l'inventaire comme cet hiver, ben, on tient compte aussi de la présence là, des caribous. Donc, le caribou, il est en danger. Il faut faire attention. Énormément, oui. Le protéger encore plus. Il reste à peine 2 minutes. Il faut parler de l'ours. Ah, hein? Monsieur oui. l'ours. Il faut parler de Monsieur l'ours. Ouais. Récolte semblable à celle de l'année dernière. On en a vu moins. Est-ce que dans les secteurs résidentiels aussi, je pense, vous avez été moins occupé qu'il y a 2 ans? Tout à fait. Oui. On est, je dirais, revenu à la normale. Là. Très peu de cas d'ours problème. La récolte aussi par la chasse a été bonne. On parle pour les 2 zones. Là, c'est ça, oui. Au-delà de 900, peut-être 950 ours, je pense. Fait que c'est quand même des bonnes récoltes. Et on maintient, on tente de mettre en valeur aussi là, le gros de la récolte est fait par les pourvoiries sans droit exclusif. Donc, il y en a 3 ici dans la zone 16 qui opèrent. OK. Donc, ils ont des quotas, mais le système est amélioré là, pour favoriser encore une plus grande récolte. Parce qu'on dit que c'est un animal qui demeure méconnu. Il est sujet à des abus par des chasseurs d'orignaux, c'est sûr, des agriculteurs et autres. Dynamique de population, très liée à la disponibilité de la nourriture. Il ne dispose de 6 mois pour se nourrir. C'est ça ici qui est excessivement important. Il y a juste 6 mois lui, pour se nourrir. Il ne se nourrit pas 12 mois par année. Non, à peine, c'est ça. Puis là, ils sont entrés là, sur le point d'entrer en hibernation. Au moment où on se parle, ils sont sur le point. Est-ce qu'ils attendent de la neige pour le faire? Pas nécessairement. Non, c'est pas nécessaire. C'est lié beaucoup à la disponibilité de nourriture, je m'excuse. S'il y a de la nourriture tardive, comme du corbier ou tout ça, qui est bien disponible, ils vont en profiter le plus possible. Sinon, ils vont se coucher et ils ménagent leur énergie pour passer l'hiver. Monsieur Paré, merci infiniment. C'était encore, franchement, la documentation envoyée avec ça, on peut en parler encore des heures et des heures. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, continuez votre excellent travail parce que la faune a besoin de gens comme vous. Bien, merci beaucoup. Puis, merci pour cette belle opportunité de pouvoir parler de ce sujet. Et vous l'aurez, tant que vous voudrez en faire, M. Paré, vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.